Vous regardez Midi 1 TV Afrique, soyez les bienvenus dans votre émission Croissance verte, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous informe sur les questions liées au développement durable et à l'environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de l'érosion côtière dans le sud du Sénégal. Ce phénomène menace des régions littorales du pays et un peu partout en Afrique. Elle a véritablement changé le visage de Diabéré en Basse-Casamance en quelques années. Au Sénégal, sur les 1200 km de côte, 120 sont touchés par l'érosion qui détruit les habitations au grand désespoir des populations. Pour y faire face, l'État du Sénégal a pris des initiatives pour ralentir l'avancée de la mer. De leur côté, les populations se mobilisent avec les moyens du bord en attendant des solutions durables. Quelles sont les causes de cette catastrophe naturelle? Quelle est la responsabilité de l'État, les entreprises et les populations face à l'érosion côtière? Existe-t-il des solutions pour régler ce fléau? Les réponses en deuxième partie de notre émission avec le professeur Adam Sidiani, expert en environnement. Mais d'abord, place à notre reportage signé Deyma Ridia et Bachirias Bodjan. Kayaka dikadama tumadika indiko mandanaso roko aside samwananaso niso atakuri tenji balafa niso atakuri mande nilakalo poliamu kakama niso atakuri masa Aïssata, étudiante en agroforesterie et la vice-présidente du club changement climatique de la région de Ziguinchor. Il y a moins de mois, elle a dirigé une campagne de reboisement de la zone où 5000 plants de filao ont été reboisés. Elle revient sur les lieux pour constater le résultat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ça va? Ça fait longtemps depuis la dernière fois. Depuis la dernière fois. Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Ah, ok. Elle est accueillie par David, un jeune du village qui s'investit pour le développement de sa zone. On va prendre le problème à bras-le-corps par nous-mêmes et trouver certaines solutions qui sont peut-être trouvées dans les médias, des gens qui peuvent porter un peu plus loin les voix pour dire un peu le mal qui nous guette, qui est cette érosion côtière. Voilà, donc vous avez commencé à planter par là, je pense. Oui, c'est par là qu'on a commencé à reboiser. Voilà, il y en a ici. Il y en a ici, hein. Donc ça a poussé, c'est déjà bien. Les pieds plantés il y a quelques semaines ont pris au grand bonheur d'Aïssata. Bon, c'est comme ça, les filao vont grandir avec les herbes. On les avait reboisés au premier jour. Même si tous les pieds n'ont pas repris, mais on voit qu'il y a beaucoup de pieds qui sont dynamiques, qui ont repris. Et ça encourage. Bon. C'était pas facile, mais quand on voit le résultat déjà, ça émet. Et ça nous donne le courage de reprendre, de faire encore beaucoup plus d'actions. Djemberin, ce village du Sénégal situé en Basse-Casamance, dans le sud du pays, à environ 510 km de la capitale Dakar, est frappé par l'érosion côtière. Ici, la menace est réelle et les dégâts sont visibles. Les filao et autres espèces qui servaient de rempart pour barrer la route à l'avancée de la mer sont déracinés et certains sont emportés par les eaux. Aïssata et David vont rejoindre un autre groupe qui les attend à la plage pour se rendre à Nikine, à 2 km de là, un autre village touché par le phénomène. Dans cette communauté, tout le monde est concerné par le phénomène de l'érosion. Jeunes, femmes, notables et autorités.
Ça va? Toi, tu es là encore avec nos amis là. Ouais, elle vient vérifier les arbres. Monsieur le maire. Ça va? Entre Cap Skirring, Djemberin et Nikine, le littoral, long de 30 km, est frappé par cette dynamique érosive côtière. Il ne résiste plus aux assauts répétés des eaux de l'embouchure du fleuve Casamance et de l'océan Atlantique. Les impacts sont visibles. L'eau ne s'en prend pas seulement aux arbres, même les bras de mer n'y échappent pas aussi. Ici, quand la marée est haute, impossible de rejoindre l'autre rive. Avant, c'était un petit bras de fleuve qui n'était pas dangereux. Mais avec l'érosion côtière, l'avancée de l'eau de mer, ça a agrandi, ce bras de fleuve qui est devenu maintenant un danger pour les cultures des gens. Nous sommes sur les côtes de Nikine. Le phénomène de l'érosion côtière a pris de l'ampleur ici. La vitesse de décapage de la côte inquiète, elle va jusqu'à 20 mètres par an par endroit. Aujourd'hui, la commune de Djemberin est prise en tenaille. D'abord sur cette petite ceinture de 30 km de côte et après de l'autre côté, du côté est, n'est-ce pas, les fleuves. La dynamique érosive est très importante. Elle est importante parce que finalement c'est une situation d'étau. Du côté de l'ouest, nous avons l'océan Atlantique qui grignote. Du côté est également, nous avons les Bollons, les fleuves avec l'érosion hydrique des berges, des fleuves qui grignotent également. Voilà pourquoi depuis quelque temps nous avons lancé des cris d'alerte pour dire à la communauté qu'à Djemberin, nous fonctionnons aujourd'hui comme nous avons une commune aux allures d'une peau de chagrin. Une peau de chagrin parce que chaque année, nous perdons, surtout ici à Nikine, vers Djemberin également, jusqu'à 20 mètres par an. Pire, la mer a emporté beaucoup de rizières et plusieurs espèces végétales sur ses côtes à Djemberin et à Nikine. Partout, ou presque, la mer gagne du terrain au grand dam des populations. suñu ceeb bi moom la ñuy fay suñu doom ñu dem école parce que day bari léegi fu mu nekk ni loolu amul fu ñu nekk ni sax dañuy jënd ceeb def ko suñu kër parce que ndox mi yàq na suñu àll bi encore bu ñu demee ci affaire ceeb bi ba mu jeex normalement ñu jël suuf si ñu da koy liggéey tool yi foofu la ñuy béy sardin yi foofu la ñuy béy ñu koy yóbbu Cap di jaay ci hôtel yi suñu pépinière yi foofu la ñu koy yóbbu géej bi bu kii yore bu yëngee ba fees ci biir tool bi suñu tool bi yëpp day yàqu fekk fu ñu nekk ni suñu suuf si njëriñam dafa mel ni dafa jeex ci suñu loxo lekk parce que suñu doom yi suba kenn xamul lu ñuy dundee fii ci dëkk bi te ñun ni nga gis nii bëgguñu buuse fenn fu ñuy dem xamuñu côté bi côté caagel la côté bi fu ñu defee arrière mooy nii bu fekkee ne dafa yàq fale nga ñëw nii mais fii yàqu na fale tam yàqu na foo jëm. C'est à peu près une menace qui, si l'État ne prend pas conscience, d'ici quelques années, ce village ne figurera plus sur la carte du Sénégal. Sur la plage, c'est un groupe de jeunes qui est de sortie. Angèle Marianne, qui revient 7 ans après dans son village, ne cache pas sa désolation. Bon, là, nous sommes là, avec nos crêpes, nous cuisinons comme ça. Mais si la mer continue d'avancer, on n'aura plus le privilège de venir ici. C'est un peu triste quand même. Oui, ça se voit. Il y a l'avancée de la mer qui fait vraiment peur à la population. Oui. Vraiment, nous voulons des solutions le plus rapidement possible. À Djemberin, il y a 20 ans,
Derrière ces côtes se trouvait une forêt de filao et autres espèces. Aujourd'hui, ce sexagénaire notable du village n'en garde qu'un souvenir. Là, on avait à partir des années 1985 commencé le reboisement avec les filaos que vous avez vus. En ce temps, on était encore communauté rurale. Le PCR en son temps, Georges Boubacar Diatta, avait créé, j'étais là avec lui. Il y avait 6 bandes de filao, 6 espacées de 50 à quelques mètres. Et aujourd'hui, ces 6 bandes-là sont tous dans la mer. Et là, c'est récent. Parce que entre la plage et là, la terre ferme, il y a 100 mètres. Aujourd'hui, c'est vrai que récemment, on a reboisé. Ça reste encore un peu. Mais c'est comme qui dirait qu'on a pris l'espace adéquat pour un reboisement. Il n'y a plus rien là, c'est les fromagers, et ensuite c'est les rizières. Plus rien ne nous reste. Malgré tout, les jeunes de la zone sont déterminés. Ils se sont constitués en bouclier pour barrer la route à l'avancée de la mer avec les moyens de bord. Le reboisement est la seule alternative trouvée pour l'heure. Et planté pendant cette fameuse campagne de reboisement. Ils ont fait à peu près, ils ont planté plusieurs espèces. Il y avait des niaoulis, des anacardiers et notamment des filaos. Voilà, il y avait à peu près 10 000 plants, voilà, dispersés sur le long de la côte, de la sortie de Boucotte jusqu'à Nikin. Des actions qui seront perpétuées désormais tous les ans, en attendant que des solutions idoines ne soient trouvées. Tout ce dont nous avons besoin provient de l'environnement. Donc, au lieu de protéger, il faut d'abord commencer par la préservation. Et ça doit se faire partout dans le monde parce qu'il n'existe pas de frontières écologiques. Toute mauvaise action faite à Djemberin, en Casamance, à Dakar ou bien même aux États-Unis se répercute. La solution aujourd'hui, elle doit être envisagée d'abord par l'État. L'État du Sénégal avec ses partenaires, multilatéraux comme bilatéraux. Conscients que l'avancée de la mer est incontournable, les habitants des villages de Cap Skirring, Diembéring et Nikin, cernés par la mer, sont condamnés à mener un combat sans répit contre le temps et les éléments. Les communautés se mobilisent pour lutter contre l'érosion côtière et nous sommes sur ce plateau avec le professeur Adam Stidiani, expert en environnement. Bonjour. Bonjour madame. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. Comme on vient de le voir dans le reportage, la mer avance à grands pas, un peu partout au Sénégal, dans le sud à Bargny ou encore à Saint-Louis. Comment expliquez-vous cela? Est-ce un phénomène naturel ou plutôt lié à l'activité humaine? Bien. Avant de répondre à votre question, si vous permettez, j'aimerais faire quelques commentaires par rapport au documentaire que nous venons de voir. Vous savez, depuis pratiquement après l'indépendance, on a eu beaucoup de projets de reboisement. La question qu'il faut se poser, comment se fait-il que tous ces projets de reboisement n'aient jamais marché dans nos pays? Aujourd'hui, si tous ces projets avaient marché, on aurait dû avoir un pays qui serait ouvert. Je pense qu'aujourd'hui, il faut faire une analyse par rapport à ce reboisement. On va y revenir. Permettez-moi quand même de vous reposer cette question. Est-ce un phénomène naturel ou plutôt lié à l'activité humaine? Ici, apparemment, d'après le reportage, c'est dû à un phénomène naturel. C'est l'élévation du niveau de la mer. Parce que si je regarde bien les côtes, elles étaient protégées. Et apparemment, il n'y a pas d'action de prélèvement de sable sur d'après ce que nous avons vu sur le reportage. Donc, s'il n'y a pas d'action de prélèvement, il y avait quand même des bandes de filao qui protégeaient le littoral. Donc, le phénomène vient de l'élévation du niveau de la mer. Donc, je pense que c'est un problème en amont qu'il faudrait résoudre. Et pour ça, la solution, c'est
On parlera des solutions. Bon. Est-ce que la responsabilité est partagée entre les populations, les entreprises industrielles et l'État? Bon, les entreprises, bon, je n'ai pas vu dans ce reportage d'entreprise, mais ça c'est un autre niveau. Maintenant, l'État a une part de responsabilité. Mais moi, je pars toujours du principe, on attend trop de l'État. Je demeure convaincu, c'est pourquoi après ce reportage, j'ai dit que ces gens de Djembering ont besoin d'un accompagnement. Un accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais revenir au reboisement, je suis obligé de revenir là-dessus. Aujourd'hui, le gros problème que tous ces villages ont, c'est un problème de moyens. Ils n'ont pas de moyens, l'État n'a pas de moyens. Comment allons-nous chercher des moyens? Aujourd'hui, si on mettait en place un programme de reboisement, que ce soit la reforestation, que ce soit par le biais de la mangrove, puisqu'aujourd'hui tout le monde sait que le carbone bleu de la mangrove rapporte beaucoup plus que le carbone de la forêt. Exactement. On crée une forêt. Aujourd'hui, je crée une forêt, j'ai donc une séquestration carbone qui est importante, que je peux monnayer sur le marché du carbone. Tout dernièrement, le Gabon a plus ou moins vendu, plus ou moins, entre guillemets, sa forêt, ça va lui rapporter des milliards. Il faut aller dans cette dynamique. Mais le problème, c'est que si vous demandez de vous reforester et vous n'avez pas une implication des populations, ça ne marchera pas. Parce que le gars qui va aujourd'hui, vous lui demandez d'entretenir un arbre, etc., il va se dire, mais moi, qu'est-ce que je vais gagner dedans? Il ne voit pas, il n'a pas une prospection à long terme pour l'avenir des générations futures. Lui, il est en position de survie. Qu'est-ce que moi je vais gagner en m'occupant d'un arbre? Si vous ne lui faites pas comprendre que dans le cadre des crédits carbone, vous pouvez générer de l'argent et lui, il pourrait en bénéficier directement de l'argent frais et indirectement par la préservation de la nature et la préservation de la nature, préservation des écosystèmes, et ça leur permet de continuer leur activité génératrice de revenus. D'où l'importance de sensibiliser ces communautés, mais également les accompagner. Il faut les accompagner. Nous l'avons vu, nous l'avons entendu dans le reportage, dans le village de Nikin en Casamance, la vitesse de décapage de la côte va jusqu'à 20 mètres par an, par endroit. Une situation difficile. Est-ce que l'ampleur de ce phénomène vous surprend? Non. Vu que comme la morphologie de la zone, c'est une zone qui est totalement dégagée. Aujourd'hui, la seule chose qu'on pourrait faire pour arrêter ce phénomène, c'est couper l'énergie des vagues, des houles en d'autres termes. Ce qui est communément fait, c'est mettre des tétrapodes à peut-être 1 ou 2 km du rivage, ce qui permet de couper l'énergie des houles. Et en cassant cette énergie des houles, quand la vague arrive au niveau des bords de mer, elle n'a plus de force pour amener avec elle les sédiments. Mais tout le monde sait également que ces tétrapodes, cette solution... On va en parler également concernant ces sédiments. C'est un phénomène qui ne concerne pas seulement le Sénégal. Nous parlons bien de l'érosion côtière. Différents pays de la région sont concernés. Faudrait-il, selon vous, mener une réflexion au niveau régional pour apporter des solutions plus adaptées? Mais absolument. Parce que l'erreur qu'on commet le plus souvent, on règle un problème dans une portion. Le fait de régler le problème, de mettre des protections, oui, vous aggravez le problème autour de vous. Donc ça ne peut être qu'une solution globale. Une solution individuelle, à l'échelle individuelle, ne marchera jamais. Parce que ce que vous faites, vous transférez le problème. Et quand on est en management environnemental, un problème, on ne le transfère pas, on le règle. Et donc, ce problème d'érosion côtière, ça devrait être un problème à l'échelle régionale de trouver une solution. Mais pour trouver une solution, il faudrait que les chercheurs puissent s'impliquer. C'est la recherche qui peut trouver une solution. Aujourd'hui, les tétrapodes, tout le monde dit que ça n'a pas marché. Il y a des solutions. Les gens ont mis des blocs de pierre par l'électrolyse. Ils ont calciné les pierres de manière à ce qu'elles soient résistantes, etc. Mais quel que soit le bloc que vous pourrez mettre, au bout d'un certain temps, ce bloc va céder sous la force de l'eau. Vous disiez tout à l'heure qu'il faudrait impliquer les scientifiques. Vous êtes expert en environnement. Est-ce que ça arrive qu'on vous contacte quand même pour cette question environnementale? Bon, on nous contacte, on nous demande quelles sont les solutions. Nous, à notre niveau, on peut préconiser des solutions.
Mais je ne pense pas qu'on ait encore la taille critique suffisante pour combattre ce problème. Parce que c'est une question de taille critique. Quand vous avez un phénomène pareil, vous avez des gens qui feront la modélisation, qui vont travailler sur la physique de l'atmosphère, la physique des océans. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire qui peut venir à bout de ce phénomène. Et ce phénomène, étant donné que ça nous adresse, c'est à nous de lui trouver des solutions. C'est comme ça que marche le monde. Les gens ne vont pas trouver des solutions pour nous. C'est à nous, Africains qui sommes concernés, de pouvoir nous mobiliser pour trouver des solutions à ce phénomène. Ça, c'est tout vu. Si on ne le fait pas, on sera toujours dans une posture de quémandeur. On a besoin d'argent pour des protections qui vont durer un certain temps. Mais qui ne sont pas de moyens aussi, moyens financiers. Les moyens, on se donne les moyens. Je vous ai dit tout à l'heure, tout de suite. Aujourd'hui, si je crée à Djembering une bonne reforestation, j'ai mon crédit carbone, j'aurai des moyens puisque je vais vendre mes crédits carbone. J'aurai des moyens. Donc, protéger ce site permettra aux populations de régénérer les écosystèmes. Les activités régénératrices vont reprendre de l'ampleur. Vous pourrez créer derrière des usines de transformation. C'est comme ça que se fait le développement. Quand des gens en Hollande, ils ont été capables de faire reculer l'eau, je ne vois pas pourquoi nous, ici, on ne pourrait pas le faire. Il suffit de dire, voilà la politique que j'ai, et ça, c'est la collectivité. C'est pourquoi je dis, cette collectivité a besoin d'être accompagnée. Mais n'attendons pas tout de l'État. Prenons notre problème en main. L'État doit nous aider et l'État a un devoir de nous accompagner de toute façon. Nous avons vu dans le reportage les jeunes de la zone qui s'engagent à reboiser. Que pensez-vous de cette initiative? C'est une très belle initiative, mais ils vont faire avec les moyens de bord. Ils vont planter des arbres. Personne n'est responsable de personne. Aujourd'hui, vous prenez un arbre, je vous donne un exemple. Vous dites aux jeunes de Djembering, écoutez, on va reboiser. Chacun est responsable, chacun il voit ce qu'il peut planter, ce qu'il peut reboiser. Vous lui dites, si vous reboisez, on prend un arbre qui a un fort impact, qui séquestre beaucoup le carbone, on fait les calculs, on se dit que d'ici 2 ans, 3 ans, cet arbre va séquestrer tant de tonnes de carbone, ou tant de kilos de carbone. Donc, vous allez sur le marché, vous allez calculer tout le tonnage de carbone que vous allez séquestrer et vous allez le vendre. Quand vous allez le vendre, il ne faut pas que tout l'argent revienne à l'État. Il faudrait qu'une partie puisse revenir aux jeunes qui s'est impliqué pour entretenir cet arbre. Et justement, si vous le faites, si vous lui dites que, écoutez, au bout de 2 ans, 3 ans, vous allez gagner pour chaque arbre $1000. $1000, il fait un calcul rapide. Alors, si je reboise 10, 20, j'aurai combien? Il fait rapidement le calcul. Et à ce moment, il va planter des arbres et il va s'en occuper. C'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement de planter et de partir. La femme, elle revient après avoir planté d'arbres, elle vient constater pour voir si ça avait pris. Ça veut dire que pendant qu'elle est partie, qu'elle était absente, personne n'est responsable de rien. Alors, l'État du Sénégal a construit une digue de protection dans le quartier de Tchéolène à Rufisque, en banlieue de Dakar. Pourtant, les problèmes continuent. On peut se demander si les digues ne sont pas une solution de fortune et est-ce qu'elles ne sont pas condamnées à s'effondrer un jour? Une digue, c'est une protection temporaire. L'exemple de Tchéolène, il faut le reconnaître, ces populations devraient être délocalisées. Il y a des moments, il faut regarder le problème en face. Quand on n'a pas de solution durable à un problème, il faut mettre en place un mécanisme durable de délocalisation des populations. C'est vrai qu'aujourd'hui, du fait de la présence de ce cimetière, il y a quand même, comment dirais-je, un comportement affectif. Ils se disent, nous ne pouvons pas quitter cette localité alors que nous avons nos morts ici. C'est vrai. Mais l'État n'a qu'à mettre en place un plan de délocalisation de ce cimetière. Mais ces populations devraient être délocalisées. Ça, c'est... Quels sont les risques que courent ces populations? Est-ce que ces populations doivent se déplacer définitivement? Et qu'est-ce que l'État peut faire pour soutenir ces populations, puisque nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission? L'État doit les accompagner, leur donner des terres, les accompagner par rapport à cela. Mais aujourd'hui, il faut quand même le dire, ce phénomène d'érosion côtière, c'est en grande partie dû au réchauffement climatique. Et ça, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas responsable.
On n'est pas responsable, on paye, je dirais, les pots cassés. Ces populations, lorsque vous allez les délocaliser, il faudra les accompagner. Qui va payer cette délocalisation? Est-ce que c'est le Fonds climat vert international qui va le faire? Etc. Donc, il y a des questions pour lesquelles il faut répondre. Et ce réchauffement climatique, si on ne l'adresse pas au niveau mondial, et moi, mon sentiment, comme je vous dis, je veux qu'il y ait un ordre mondial sur le climat. Merci, professeur Adam Stiliani, expert en environnement. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de votre émission Croissance verte. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder une nouvelle thématique liée à l'environnement et au développement durable. En attendant, prenez soin de vous. Bonne suite des programmes sur Média 1 TV Afrique.